Bonsoir à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour ouvrir cette conférence que l'UNC, l'Université de la Nouvelle-Calédonie et l'IOM, l'Institut des missions d'outre-mer, ont organisée conjointement. Une conférence, je vais présenter la conférencière en quelques mots, je vais essayer de résumer son CV impressionnant. Et c'est elle, en fait, en venant à l'occasion du comité de surveillance de l'IOM, qui a proposé de faire une intervention, une conférence grand public sur les enjeux, notamment pour les Outre-mer, de la future présidence de la France du G7. Donc c'est vraiment un honneur et un grand plaisir pour moi de vous accueillir, chère Agnès. Donc, pour présenter en quelques mots le CV impressionnant de Madame Agnès Benassi-Kéré. Donc, elle est professeure d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Elle est actuellement seconde sous-gouverneure à la Banque de France et c'est donc à cette occasion qu'elle vient aujourd'hui pour le comité de surveillance de l'IOM et qu'elle nous fait l'honneur d'être pour quelques jours en Nouvelle-Calédonie. Et je remercie donc également tout particulièrement le directeur de l'IOM d'avoir rendu possible la tenue de cette conférence. Donc avant de rejoindre la Banque de France, elle était chef économiste à la Direction générale du Trésor. Elle a également été présidente déléguée du Conseil d'analyse économique et cela au moment où a été produite une note sur l'économie de la Nouvelle-Calédonie. On le disait tout à l'heure, une note qui doit dater de presque 10 ans maintenant ou au moins 7-8 ans je pense, mais qui, si vous ne l'avez pas encore lue, je pense que vous pouvez la relire. Pas grand-chose qui a changé finalement, malheureusement. Elle a antérieurement également été directrice du CEPI, le principal centre d'études français et de recherche en économie internationale, et a occupé des postes académiques dans les universités de Paris-Nanterre, de Lille et Cergy-Pontoise, ainsi qu'à l'école polytechnique. Elle a été membre du Haut Conseil de stabilité financière, du Conseil général de la Banque de France, du Conseil des prélèvements obligatoires, du Conseil national de productivité et du Conseil d'analyse économique franco-allemand. Ses recherches portent principalement sur le système monétaire international et sur la politique macroéconomique en Europe. Et ce soir, elle nous livrera donc sa vision sur l'enjeu de la présidence française du G7. Un grand merci, chère Agnès, d'être là et de partager votre vision avec cet auditoire qui est nombreux. Je vous remercie d'être là ce soir. Et puis, la conférence est également captée sur Calédonia et vous pourrez la retrouver en replay dans, je pense, quelques jours. Merci beaucoup. Je vous souhaite de très fructueux échanges. Merci beaucoup, Catherine. Donc effectivement, avec Catherine, nous avons travaillé ensemble sur une note sur la Nouvelle-Calédonie quand j'étais au Conseil d'analyse économique, qui conseille le Premier ministre de l'époque, qui était, je crois, Jean-Marc Ayrault. Et nous nous étions jamais vus, seulement en visio. Donc je suis absolument ravie d'être ici ce soir. Merci d'être venus nombreux pour cette conférence. J'espère que ça va être un bon moment d'échange. Je pensais que c'était une bonne occasion peut-être de parler du G7 qui peut paraître lointain, mais qui, comme vous allez voir, peut concerner aussi les territoires d'outre-mer et notamment la Nouvelle-Calédonie, au moins indirectement. Alors pourquoi le G7 ? Parce que la France s'apprête à prendre la présidence du G7 dans quelques jours, le 19 décembre très exactement. Alors peut-être la première chose qu'il faut se poser, c'est donc je vais d'abord parler du G7 en général, puis ensuite de la présidence française. Donc, qu'est-ce que le G7 Donc, G, c'est comme groupe 7 de 7 pays. Donc, c'est le groupe des 7 pays les plus avancés. En tout cas, un groupe de 7 pays avancés qui, au départ, était le G5. Donc, puis, ça a été le G6 et puis le G8 et puis c'est redevenu le G7. C'est monté à G8 avec la Russie, qui a été remercié en 2014 à l'occasion de l'invasion de la Crimée. Donc, la composition depuis 2014 du G7, c'est, vous l'avez ici, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Canada, et puis il y a également l'Union européenne qui est représentée par la Commission européenne. Alors, ce G7 est un groupe qui est informel, qui est destiné à favoriser la
coopération, la coordination des politiques économiques entre les pays du G7. Il y a derrière le G20, j'en parlerai dans un instant, qui réunit les 20, donc le G7 plus un certain nombre de pays émergents pour former le G20 et qui va être présidé par les États-Unis en 2026. Donc la présidence du G7 est tournante. Se termine le 19 décembre se termine la présidence canadienne qui était en 2025. Avant il y avait l'Italie et après la France il y aura les États-Unis. Donc vous avez ici les pays du G7. Voilà, et ça représente à peu près 10% de la population mondiale, mais 30% du PIB mondial. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Bon, alors ne soyez pas trop effrayés par, c'est évidemment beaucoup de bureaucratie. Donc, au sommet, eh bien, il y a naturellement le sommet des chefs d'État, qui se tiendra en 2026, en juin, à Évian, en Savoie. Donc ça, c'est les chefs d'État et de gouvernement. Et puis, ils vont être alimentés par des filières, ce qu'on appelle des filières. Donc, il y a la filière santé, filière environnement, etc. Et nous, avec la Banque de France, nous sommes insérés dans la filière finance. Donc, il y a une filière diplomatique aussi avec ce qu'on appelle les Sherpas. Et donc, tout en bas, il y a les groupes de travail. Ces groupes de travail vont aller nourrir des réunions de suppléants. Donc, moi, je suis une suppléante. Ce groupe de suppléants va aller nourrir le groupe les réunions des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales. Donc, le gouverneur de la Banque de France est dans ce groupe-là. Et donc, toute cette filière va ensuite nourrir le sommet. Alors, donc, il y a des groupes de travail, des ateliers, des séminaires, etc. Cette filière finance est co-présidée toujours par Banque centrale et ministère des Finances, conjointement. Alors, évidemment, en 2026, le contexte n'est pas ultra favorable, disons, puisque nous avons certaines tensions au niveau international, une fragmentation géoéconomique, des conflits, des risques de déstabilisation géopolitique, des États-Unis qui ont des ambitions hégémoniques, quand on pense aux mesures commerciales très agressives, à l'intelligence artificielle, et ou sur le plan monétaire au développement des stablecoins, on pourra en parler si vous voulez. La situation en Ukraine qui a beaucoup depuis donc 2022 occupé le G7 et va continuer à l'occuper. Toutes les réunions du G7 ont toujours une session consacrée à l'Ukraine, donc l'aide, le soutien financier à l'Ukraine, mais également les sanctions contre la Russie, sanctions économiques contre la Russie. Et puis donc on a une administration Trump 2 qui prend la présidence du G20 en 2026, donc en parallèle de la présidence française du G7, donc obligation de se coordonner avec nos collègues aux États-Unis. Et juste après nous, juste après la France, en 2026, eh bien, il y aura une nouvelle présidence et ce sera les États-Unis. Donc les États-Unis sont à la fois en parallèle à la France sur le G20 et vont succéder à la France sur le G7. Voilà, et donc peuvent avoir, disons, envie de imposer quelques sujets ou de faire sortir quelques sujets. Donc on a quelques sujets un peu tabous, comme le climat, très difficile à faire vivre, la diversité, les cryptoactifs, qui sont donc 3 sujets sur lesquels c'est très difficile de motiver nos amis états-uniens. Alors, un petit mot sur le calendrier. Donc, comme je vous ai dit, le 19 décembre, il y aura la passation. Alors, c'est plein d'acronymes tout le temps. Hein. C'est un monde qui adore les acronymes. Donc, FMCBG, c'est Finance Ministers and Central Bank Governors. Donc, ça veut dire que c'est une réunion au niveau ministre et gouverneur. Le 19 décembre pour passer du Canada à la France. Ensuite, nous allons, pendant à Noël, il se passera pas grand-chose, et nous démarrons avec une grande conférence à la Banque de France, 6 et 7 janvier, sur système monétaire international et nouvelles technologies de paiement transfrontières. Donc, on est très fiers de ça. Ça va être une belle conférence qui va mêler des spécialistes du système monétaire international, mais aussi des spécialistes des nouvelles technologies de paiement, et pour savoir un peu comment ces nouvelles technologies vont ou non modifier le système monétaire international, quels sont les risques et comment il faut s'y préparer.
Nous aurons une retraite suppléant à Reims, 4 au 6 mars. Donc ça, c'est au niveau sous-gouverneur et puis directeur général du Trésor. Ensuite, lors des réunions à Washington, 2 fois par an, il y a des réunions à Washington, au FMI, à la Banque mondiale. Et en marge, il y a toujours un G7 et un G20 au niveau ministre des Finances et gouverneur. Donc il y en aura à Washington en avril et puis de nouveau en octobre. Et grand moment pour la filière finance, la ministérielle, 18 et 19 mai à Paris. Donc la ministérielle de la G7, de la filière finance, qui n'arrête pas les travaux, mais comme c'est un grand point important de convergence des travaux. Voilà, et en décembre 2026, nous serons contents de passer la main à nos collègues états-uniens. Je dis états-uniens parce que, bon, par égard pour le reste de l'Amérique, pour la petite histoire, ma mère est américaniste et ne parle pas anglais. Donc, quelles sont les priorités de la présidence? Alors, la présidence au sens président de la République a décidé que ce serait une présidence économique. Donc, en fixant 3 piliers, un pilier sur les déséquilibres macroéconomiques, un deuxième pilier sur évolution du cadre de financement, du développement et dans une logique de partenariats internationaux, et puis un troisième pilier qui va réunir pas mal de sujets dont je pourrais dire un mot pour ce qui concerne la finance. Donc, une présidence économique et d'autre part, une présidence d'ouverture, c'est-à-dire en dialogue avec des pays hors G7. Ce qui est quelque chose qui va devoir être fait de manière séparés selon les sujets qu'on traite. Par exemple, si on traite des déséquilibres macroéconomiques, c'est difficile de pas inclure la Chine dans la discussion. Si on parle d'énergie, ben voilà, il va y avoir l'Arabie Saoudite, etc., etc. Les minerais critiques, l'Australie. Mais il y a tout de suite on voit une difficulté. D'abord de pas apparaître comme un shadow G20, un deuxième G20, un G20 bis à côté du G20 qui est piloté par les États-Unis. Et puis une collaboration qui est toujours encore plus difficile avec des pays émergents qui n'ont pas du tout la même logique que les pays avancés. Donc ce type de ouverture, ça a déjà été fait par le passé, c'est pas toujours un succès. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à mener. En tout cas, l'ensemble de la présidence, toute filière confondue, sera très marqué par l'économie, donc par nous. C'est à nous de porter les sujets, notamment sur le premier semestre. Alors, quelles sont les priorités de la filière finance? Donc, 6 priorités ont été définies. Les déséquilibres mondiaux, financement du développement, renforcement des filets de sécurité mondiaux, sécurité financière, stabilité financière, fiscalité, criminalité financière. Donc, je ne vais pas tous les détailler. Certains sont plus propre au ministère des Finances, au côté ministère des Finances, et puis la Banque de France est plus particulièrement va plus particulièrement porter cette priorité, et donc je vais en détailler 3. Alors la méthode d'ensemble, donc impliquer l'ensemble des acteurs, donc les ministères, mais aussi les organisations internationales. On va beaucoup s'appuyer notamment sur le Fonds monétaire international et l'OCDE. Se coordonner avec la présidence G20, ça a déjà commencé. Se concentrer sur un petit nombre d'objectifs atteignables, en tout cas que certains soient atteignables, et fixés à l'avance, et définir donc des livrables précis, où est-ce qu'on veut aller, et assurer la continuité des discussions en G7 tout au long de l'année et éviter un G6+1 qui est évidemment la tentation, compte tenu de la difficulté de coordination avec les États-Unis. Donc, focus sur 3 priorités, déséquilibres mondiaux, paiements transfrontières et climat. Alors, les déséquilibres mondiaux, qu'est-ce qu'on appelle les déséquilibres mondiaux? En fait, dans le jargon économique, on appelle les déséquilibres mondiaux les déséquilibres persistants de balance courante, de solde extérieur courant. Donc, le solde extérieur courant d'un pays, c'est la différence entre les exportations de biens et services et les importations de biens et services, et puis on rajoute le solde des revenus du capital et du travail. Alors là, vous avez à droite l'évolution des soldes pour certains pays en pourcentage du PIB mondial. Donc ça veut dire qu'on peut tous les empiler et les additionner ou les soustraire.
Alors le bleu là, c'est les États-Unis. Donc on voit dans les années 2000, chaque année, c'était de l'ordre de 1,5% de PIB mondial de déficit. Et puis ça s'est résorbé dans les années 2010 et ça augmente dans les années 2020. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les exportations de biens et services sont inférieures aux importations de biens et services. Et une autre manière de dire les choses, c'est que l'épargne des États-Unis est insuffisante pour couvrir l'investissement. D'accord? Donc, d'une certaine manière, c'est dire que les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, ils dépensent plus par rapport à ce qu'ils gagnent. S'ils dépensent plus par rapport à ce qu'ils gagnent, c'est qu'ils ont une épargne négative. Et donc, c'est un endettement. Donc, des entrées de capitaux aux États-Unis qui s'accumulent au cours du temps. Et donc, de l'autre côté, eh bien, il y a des pays en excédent qui sont dans la situation inverse, qui gagnent plus qu'ils ne dépensent, donc ils ont de l'épargne positive. Cette épargne positive va aller se placer aux États-Unis. Et donc, c'est ce qu'on voit sur ce graphique. En face des barres bleues, à peu près 1% du PIB mondial, on a des barres noires, ça c'est les pays pétroliers, et on a des barres rouges qui sont la Chine, et puis on a l'Allemagne et d'autres pays de la zone euro. Donc qui sont des pays en excédent. Alors, pourquoi donc les explications traditionnelles de ces déséquilibres, c'est pas nécessairement inquiétant. On pourrait même dire c'est le résultat de la mobilité des capitaux. Si on veut pas de déséquilibre, il suffit de fermer complètement les frontières, d'interdire les flux de capitaux et chacun sera obligé. Les États-Unis pourront plus emprunter au reste du monde, donc ils seront bien obligés d'équilibrer leur compte courant. Et l'Allemagne, la Chine ne pourront plus placer à l'étranger leurs excédents d'épargne, donc ils seront bien obligés de les consommer sur place. Donc la mobilité des capitaux, c'est bien parce que ça permet justement ces ajustements. On a des cycles, par exemple, démographiques qui sont pas tout à fait les mêmes. On a des opportunités d'investissement qui sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, c'est normal qu'il y ait des excédents, des déficits au cours du temps. Vous m'entendez bien, ça va? Ouais. Le problème, c'est que c'est persistant, ça ne se corrige pas au cours du temps. Et donc, il y a des explications à ça. On a un excédent d'épargne structurel dans certains pays, comme en Chine. On a un filet de sécurité sociale qui est extrêmement peu développé. Et donc, des ménages qui sont obligés d'épargner beaucoup pour le cas où ils devraient aller à l'hôpital ou financer des dépenses, disons, imprévues. Donc on a beaucoup d'épargne, un taux d'épargne en Chine qui avait un peu diminué, qui a réaugmenté. On a de côté des États-Unis une explication qui sont les déficits jumeaux, déficit budgétaire énorme et qui se traduit par un déficit extérieur énorme aussi. Tout ça normalement devrait être résolu par des ajustements de taux de change. Le taux de change réel, c'est-à-dire corriger des prix devrait s'ajuster, c'est-à-dire le dollar se déprécier, le renminbi, monnaie chinoise, s'apprécier, et c'est pas vraiment ce qui se passe. Et donc ça ne résorbe pas les déséquilibres, peut-être parce que le dollar a un statut particulier, donc c'est lié à ce que Valéry Giscard d'Estaing appelait le privilège exorbitant. Quand il était ministre des Finances. Et donc tout ça fait que ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est dangereux? C'est dangereux parce que ça correspond à une allocation inefficace du capital. Par exemple, on voit que les capitaux vont du sud vers le nord, ce n'est pas vraiment ce qu'on attend. On attend plutôt qu'ils aillent du nord vers le sud. Est-ce que c'est normal que les États-Unis continuent à emprunter alors que c'est le pays le plus avancé en termes de richesse? Ça peut révéler des pratiques distorsives, comme en Chine, avec des politiques industrielles extrêmement agressives. Donc des excédents de capacité de production qui doivent être après écoulés dans le reste du monde, qui entraînent aussi des réactions du reste du monde qui met des protections tarifaires. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui avec la guerre tarifaire que mènent les États-Unis, c'est en partie le résultat de ça. Alors c'est pas la bonne réponse, mais c'est quand même le résultat de ça. Donc on peut avoir en retour des politiques commerciales agressives. Et puis il y a des risques financiers. L'excès d'endettement aux États-Unis peut entraîner une nouvelle crise financière. Il y a beaucoup de risques qui s'accumulent aujourd'hui dans le système financier, notamment aux États-Unis.
Alors, je vais zoomer un instant sur les déséquilibres pour vous montrer deux choses. D'abord, la contribution de l'Europe au déséquilibre. Donc, c'est à gauche. Alors là, c'est en pourcentage du PIB de la zone euro. C'est pas le PIB mondial, c'est le PIB de la zone euro. Et donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que avant, donc, si je prends la période 2000 à 2010, vous voyez que il y a une augmentation des déséquilibres, mais des excédents et puis des déficits, des deux côtés. D'accord? Et donc, le solde courant, en fait, de la zone euro était proche de l'équilibre. Et puis, en 2008, arrive la crise financière mondiale et ensuite la crise des dettes souveraines de la zone euro. Et on a un ajustement très spectaculaire dans certains pays de la zone euro qui étaient en déficit et qui résorbent leur déficit. Et c'est notamment le cas de l'Espagne, qui est en rouge. Vous voyez, en rouge, le bâton vers le bas avant 2010, et puis qui disparaissent après 2010. Donc ça, c'est quelque chose qui est très classique, c'est que c'est les pays en déficit qui subissent l'ajustement, parce qu'un pays en excédent, il voit jamais vraiment pourquoi il devrait s'ajuster, alors qu'un pays, c'est souvent les pays en déficit qui se trouvent obligés de s'ajuster. Pourquoi c'est embêtant? C'était embêtant dans la zone euro, mais c'est embêtant aujourd'hui pour le G7, parce que si seuls les pays en déficit font l'ajustement, ça veut dire comment ils font l'ajustement? En important moins. Hein, et donc ça a un effet, en fait, c'est des effets récessionnistes pour l'économie mondiale. Et donc, il y a un biais en fait qui avait déjà été vu par Keynes il y a très longtemps. Il voulait même taxer les excédents de balance courante pour inciter les pays aussi en excédent à ajuster en important davantage. Et donc, ça aurait compensé l'ajustement de ceux qui sont en déficit. Mais bon, ça n'a jamais eu lieu. Et on voit là assez clairement ce qui s'est passé. La zone euro est passée en excédent simple. Bon, c'est vrai que les pays en excédent ont augmenté leurs excédents, l'Allemagne et les Pays-Bas, mais c'est surtout les pays en déficit qui n'ont plus eu de déficit. La France a un petit déficit, mais il n'est pas énorme. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que on parle souvent de solde courant, il contient la balance commerciale et la balance des services. Et en fait, ce qu'on voit sur le graphique de droite, la balance commerciale est complètement à droite. Et vous voyez par exemple les États-Unis là qui sont en bleu, ils ont un gros déficit commercial. Mais en face de ce déficit commercial, il y a un excédent sur les services. Et pour la Chine, c'est l'inverse. Il y a un excédent sur les biens, il y a un déficit sur les services. Et c'est souvent comme ça, c'est en miroir. Et donc, regardez seulement la balance commerciale, c'est un peu... Bon, alors, l'échelle n'est pas la même, hein, mais en fait, les échanges de services internationaux augmentent, c'est assez dynamique. Et donc, ça a de plus en plus de poids dans la balance courante. Et donc, il faut avoir ça en tête. Hein, quand les États-Unis se concentrent sur la balance commerciale, en fait, ils oublient complètement la balance des services, qui souvent va en sens inverse. Par exemple, en bilatéral, la zone euro, l'Union européenne n'a pas de déséquilibre avec les États-Unis. L'Union européenne a un excédent sur les biens et un déficit sur les services, et les deux se compensent. Donc, il n'y a pas de déséquilibre bilatéral entre l'Union européenne et les États-Unis. Alors, la solution de l'administration américaine, c'est d'imposer des droits de douane. Alors, les droits de douane, ça ne fait que déplacer le problème. Si on pense que les déséquilibres des balances courantes viennent de déséquilibres d'épargne-investissement, les droits de douane, ça ne joue pas sur le déséquilibre épargne-investissement, et donc c'est pas le bon instrument. Et on le voit clairement ici. Donc à gauche, vous avez l'évolution du commerce entre les États-Unis et la Chine en pourcentage du PIB mondial. Donc en bleu vers le bas, c'est les importations américaines en provenance de Chine, et puis en gris en haut, c'est les exportations vers la Chine. Donc on voit qu'il y a un énorme déséquilibre, hein, beaucoup plus d'importations que d'exportations, mais que sur la fin de la période, et notamment depuis les derniers mois, les importations en provenance de Chine diminuent. Mais quand on regarde à droite, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, la Chine a exporté, donc ici c'est le taux de croissance des exportations chinoises vers différentes destinations, et c'est avril à septembre 2025 comparé à avril à septembre 2024. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les exportations chinoises vers les États-Unis ont chuté de plus de 30% en volume.
Mais elles ont augmenté vers l'Union européenne de plus de 10%, vers le Japon, vers d'autres pays d'Asie, l'Amérique latine, vers tout le reste du monde. Donc en fait, c'est un peu, le commerce, c'est un peu comme du liquide. Si vous mettez un petit barrage quelque part, hop, ça contourne et ça va ailleurs. Donc ça va rien changer au solde courant des États-Unis, qui va même plutôt se dégrader en fait à cause de la politique budgétaire non soutenable. Alors, quelles sont les priorités de la présidence française du G7 ? Eh bien, c'est d'abord de se mettre d'accord sur un diagnostic et un renforcement de la coordination entre pays pour essayer de réduire ces déséquilibres de manière harmonieuse. On voit que, par exemple, il y aurait une manière de résoudre le déséquilibre en grande partie, ce serait que les États-Unis arrêtent de faire du déficit budgétaire, de l'ordre de 6 points de PIB, c'est un très gros déficit. Mais ça aurait un effet négatif sur l'économie mondiale, puisque ça serait de stimuler l'économie mondiale. Donc il faut que simultanément, d'autres choses se passent dans les autres zones du monde, par exemple plus d'investissements en Europe et plus de protection sociale, moins d'épargne en Chine. Donc c'est vraiment pour discuter ces différents leviers de manière coordonnée qu'est pensée cette première priorité. Alors, va être mobilisé un groupe d'économistes de haut niveau au niveau de l'Élysée. Un rapport d'experts également va être réalisé pour nourrir ces réflexions. Et voilà. Je passe peut-être à la deuxième priorité. Donc, pourquoi est-ce que ça peut concerner aussi les économies ultramarines ? Ça les concerne indirectement parce que, en fait, les conséquences de tout ça, eh bien, c'est l'évolution des politiques commerciales dans les grands blocs qui peuvent être des blocs des zones d'exportation. Également, la croissance mondiale, croissance donc de possibilité d'exportation de biens, mais également de services, le tourisme, etc. Ça, c'est vraiment la configuration de l'économie mondiale dans laquelle se situent des petites économies ouvertes, qui est absolument clé. Et voilà, donc c'est un effet non pas direct, mais plutôt indirect, dans la mesure où ça pourrait reconfigurer la croissance mondiale. Alors, les paiements transfrontières. Là, ça touche peut-être beaucoup plus directement les économies ultramarines, notamment la zone Pacifique qui a une monnaie séparée. Donc, la question des paiements transfrontières, c'est un enjeu clé dans le système monétaire international. Pourquoi ? Parce que c'est une friction pour les échanges de biens et services, pour le commerce international. Une entreprise vend des biens, et bien elles doivent se faire payer de la part de son client. Et comment est-ce qu'elle va se faire payer ? Il peut y avoir des coûts de transfert et également des coûts de change. Ça concerne aussi les flux d'investissement direct étrangers, les flux de portefeuille, donc les financements, et également les remises migratoires, dont le coût des remises des migrants est inégal selon les couloirs, mais il peut être très élevé dans certains cas. Or, ces paiements transfrontières font l'objet d'un grand dynamisme. On évalue qu'ils étaient de 130 000 milliards de dollars en 2019, 194 000 milliards en 2024. Donc ils croissent, et ils auraient cru de 8,4% par an sur cette période-là. Et on estime qu'ils pourraient être 320 000 milliards de dollars en 2032. Donc c'est des grosses masses. Même gagner un petit peu sur ces grosses masses, ça peut être, ça dégage du pouvoir d'achat pour de la consommation, de l'investissement. Alors les problématiques, c'est que les coûts sont élevés, que c'est assez opaque. Les fournisseurs de ces services sont assez opaques. Les délais d'exécution sont inégaux. Alors ça, c'est une priorité pour la Banque de France qui s'inscrit en fait dans une stratégie G20, puisque le G20 a une feuille de route pour réduire les coûts et les délais des paiements transfrontières, avec un objectif global donc qui se décline après en segments et en axes. Et bon, je ne vais pas détailler. Une feuille de route qui a du mal à avancer. C'est assez lent.
Il y a de nombreuses actions en cours, notamment pour favoriser la convergence des cadres juridiques, pour harmoniser les standards technologiques et pour connecter les systèmes de paiement instantané. Or, il se trouve que l'eurosystème, donc le système de la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales, dont la Banque de France, sont très actives sur ces sujets-là. Le système de paiement instantané en euros, qui s'appelle TIPS, a incorporé récemment la couronne danoise et la couronne suédoise, qui ne sont pas l'euro par définition, et qui maintenant utilisent ce même système de paiement instantané, et qui va bientôt y avoir un module de change. Ce qui fait que faire un virement à l'intérieur de la zone euro, ça prend 1 seconde et c'est gratuit. Faire un virement au Danemark, de la zone euro vers le Danemark, en euros, ça prend 1 seconde et c'est gratuit. Et bientôt, on pourra le faire en couronne danoise avec le change. Donc là, on a vraiment des avancées très, très importantes, très rapides au sein de la zone euro et une volonté d'interconnecter ce système de paiement instantané avec des systèmes de paiement instantané dans le reste du monde, notamment en Inde, qui sont très avancés sur cette technologie, et les pays d'Asie du Sud-Est avec le système Nexus, qui est une plateforme pour les transferts transfrontières, les paiements transfrontières entre pays est-asiatiques. En plus de ça, la BCE est en train d'essayer de cloner, c'est-à-dire de répliquer le système TIPS dans des pays des Balkans pour qu'ils aient également un système de paiement instantané. Donc cet axe-là, système de paiement instantané, bon, je sais que c'est pas encore le cas pour la zone Pacifique, mais c'est des choses auxquelles on réfléchit. La technologie évolue très vite, on commence à savoir faire. C'est un énorme progrès, non seulement pour les paiements à l'intérieur de la zone, mais pour abaisser les coûts de paiement avec des pays qu'on va pouvoir interconnecter. Et notamment la zone euro qui est quand même un avantage, un très grand marché. La deuxième chose, c'est le développement d'une monnaie numérique de banque centrale de gros. Donc, peut-être vous avez entendu parler, la tokenisation de la finance. Donc, le fait d'échanger des actifs sous forme de jetons, qui sont en fait des lignes de code qui précisent qu'est-ce que c'est que cet actif, et puis les quelques règles, et aussi qui vont donc dire qui en est le propriétaire. Et donc, ils fluidifient énormément le marché financier. Sauf que pour payer, pour acheter et vendre ces actifs financiers, il faut une monnaie de règlement. Et si c'est pas la Banque centrale qui met à disposition cette monnaie de règlement de gros, comme aujourd'hui on a le système Target, donc si c'est pas la Banque centrale qui met à disposition une monnaie de règlement tokenisée, eh bien c'est le marché qui créera cette monnaie de règlement tokenisée avec un risque de fragmentation. C'est ce qu'on connaît avec les stablecoins, les jetons stables qui sont émis par des banques. Donc vous avez la banque A, la banque B, la banque C, la banque D, et les jetons sont pas forcément échangeables à taux de 1 pour 1, et la liquidité est fragmentée entre les différentes banques, et donc c'est pas du tout optimal pour le système financier international. Donc là aussi, l'eurosystème est plutôt en avance sur ces questions de mettre à disposition une monnaie de règlement tokenisée, sachant que les États-Unis ont refusé. Donc maintenant, la Fed n'a pas le droit de travailler sur une monnaie numérique de banque centrale. Et enfin, modernisation des moyens de paiement de détail. Donc avec le travail qui est fait sur l'euro numérique en particulier, mais également sur des systèmes de paiement qui viennent se caler sur le système de paiement instantané avec Wero et Europa en zone euro, mais aussi il y a UPI en Inde. Enfin, il y a d'autres systèmes qui permettent de payer pour l'instant, c'est entre individus dans la zone euro, entre individus, et en quelques secondes, le virement est passé. Et donc ça, c'est une grande amélioration aussi du point de vue de la souveraineté, parce que, alors, je sais que ici, donc, il y a un groupe en carte bancaire, c'est ça. Donc, les paiements. Alors oui, j'ai oublié de montrer ce graphique étonnant. Donc là, c'est l'évolution des moyens de paiement dans les communautés du Pacifique en pourcentage des transactions.
Donc en nombre de transactions, c'est pas les valeurs, c'est en nombre de transactions. Et puis on a un focus ici sur Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, donc on peut directement regarder ça. Les cartes bancaires, c'était 33,5% des transactions en 2016, et aujourd'hui c'est 64%. Donc on a un essor énorme des cartes bancaires, de l'usage des cartes bancaires, et les retraits par carte qui ensuite donnent lieu à paiement en liquide, c'était 17,7% en 2016, ça n'est plus que 10,9% en 2024. Donc on a une expansion des paiements par carte et un rétrécissement des paiements en espèces. C'est vrai partout dans le monde, c'est pas spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Simplement, ça pose la question de qui pilote le régime de carte bancaire et est-ce qu'il est interopérable avec d'autres pays. Donc on a ce double problème, d'avoir un système de carte bancaire indépendant des grandes entreprises américaines que sont Visa et Mastercard, qui puisse fonctionner même si Visa et Mastercard s'arrêtent. Dans la zone euro, pour vous donner une idée, seuls 5 pays ont un système de carte bancaire qui fonctionnerait même si Visa et Mastercard s'arrêtaient. La France en fait partie, l'Allemagne aussi. Mais ça ne permettrait pas de payer dans un autre pays de la zone euro. Alors c'est quand même un comble d'être une union monétaire et de ne pas avoir un moyen de paiement par carte qui soit véritablement pan-européen. Donc c'est ça qu'on essaye de corriger. Il y a beaucoup de travail qui fait là-dessus. Et donc l'idée ultime, c'est de favoriser l'interopérabilité internationale de ces moyens de paiement qui seraient souverains mais interopérables. Alors, quels sont les objectifs sur ce sujet des moyens de paiement? Développer des coopérations à l'intérieur du G7. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas cité les pays du G7. Lorsque j'ai dit la BCE est très active pour développer des interconnexions avec l'Inde, avec l'Asie du Sud-Est, les Balkans. J'ai pas cité les pays du G7. Pourquoi? Parce que soit ils n'ont pas de système de paiement instantané, soit ils ont des systèmes de paiement qui sont pas encore tout à fait assez avancés. Donc aux États-Unis, il y a un système de paiement instantané, mais qui a démarré il y a peu de temps, qui est très peu développé. Au Royaume-Uni, c'est un système de paiement instantané qui est en train d'être reconfiguré et le Canada n'en a pas encore et est en train de le mettre de travailler sur un, mais en fait est en retard. Donc un objectif, c'est les encourager à le faire et de connecter avec la zone euro. En tout cas, de réfléchir à comment on fera le jour J pour connecter et d'améliorer aussi le règlement des opérations de change. J'en viens au troisième focus, qui est un focus sur le climat et la nature. Alors, le changement climatique et la dégradation de la nature, ce qu'on appelle aussi la biodiversité, sont des enjeux pour la stabilité financière et pour la stabilité des prix. Par exemple, je vais montrer cet exemple-là. Donc, il y a une étude de la Banque de France sur 4 départements d'outre-mer a montré que lorsqu'il y a un cyclone, eh bien, les prix de l'alimentation augmentent de 11% à court terme. Et ça fait augmenter l'inflation de 0,5 point de pourcentage. Donc, si elle était à, mettons, 1%, elle passe à 1,5% pendant quelques mois et ensuite ça retombe. Ça ne veut pas dire que le niveau des prix retombe, c'est l'inflation qui retombe. Et donc, c'est tout à fait substantiel, c'est un choc substantiel sur l'inflation. Il y a plein d'autres exemples. Par exemple, on peut avoir des crises sur des sécheresses qui entraînent une hausse du prix mondial des céréales, qui aussi ont un impact fort sur l'inflation. Donc on a un impact du climat et également des questions de biodiversité sur un risque pour l'instabilité des prix qui est en fait au cœur des missions des banques centrales. On a aussi un risque sur la stabilité financière puisque les banques prêtent à des entreprises. Ces entreprises peuvent être vulnérables à une sécheresse, à une inondation. Et à ce moment-là, ça met les crédits ça fait augmenter le taux de créances douteuses et ça peut dévaloriser les créances, ça peut dévaloriser aussi les portefeuilles obligataires et les portefeuilles actions. Donc là, il s'agit des banques, il s'agit des assureurs et il s'agit aussi des fonds d'investissement.
Donc c'est des choses que les banques centrales et les superviseurs bancaires et du système financier en général regardent de très près pour essayer de mesurer le risque sur les portefeuilles financiers. Alors, les territoires d'outre-mer, naturellement, sont particulièrement touchés par le risque physique donc du réchauffement climatique, avec les cyclones, la difficulté pour les ressources en eau, le réchauffement et l'acidification des océans qui font disparaître les coraux, la montée des eaux et l'impact sur la pêche. Donc la Nouvelle-Calédonie est particulièrement sensible à la menace de submersion marine et donc notamment en raison de la concentration de la population sur le littoral, et également à la hausse des températures et l'intensification des événements climatiques extrêmes. Donc je crois que ce sujet a été bien identifié par le gouvernement calédonien qui a déclaré l'urgence climatique et environnementale. Alors, les impacts financiers, donc pour vous donner une idée, les indemnisations suite au cyclone Chido à Mayotte en 2024, donc c'est de l'ordre de 650 à 800 millions d'euros, rien que ce cyclone. Les indemnisations liées aux inondations en France depuis 10 ans ont augmenté de 23%. La valeur la part des récifs coralliens qui disparaîtront en cas de réchauffement de 2%, de 2 degrés, est évaluée à 99%. Donc c'est vraiment un risque dramatique. Or, on évalue que la valeur annuelle donc des services rendus par les récifs coralliens à la Nouvelle-Calédonie serait de l'ordre de 5% du PIB, selon l'IFRECOR, une étude de 2016. Donc c'est un risque tout à fait substantiel, qui est un risque macroéconomique, mais qui se transmet en un risque financier. On a déjà des impacts sur le coût des assurances, avec dans certains cas une inassurabilité dans certaines zones du monde. On voit que l'indice des prix de l'assurance augmente plus vite que l'indice des prix à la consommation. On voit que l'assurance catastrophe naturelle, la réassurance catastrophe naturelle, la prime de réassurance est passée de 12% à 20% en janvier 2025. Donc, quels sont les objectifs sur le climat de la présidence française? Eh ben, alors, on est face quand même à, il va falloir convaincre nos amis états-uniens de discuter ce sujet. C'est déjà un objectif en soi. Et donc, on a choisi de concentrer sur le risque physique, donc des métriques, comment mesurer le risque physique et les impacts économiques et financiers du risque physique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, donc, s'appuyer sur le réseau international NGFS. Vous avez peut-être entendu parler. C'est le réseau international pour le verdissement de la finance. Le secrétariat du NGFS est à la Banque de France. Donc c'est plus facile pour nous, évidemment, de se coordonner avec le NGFS. Il y a presque 150 membres dans le monde, donc c'est très représentatif. Et ce qu'on va demander, on va demander aux membres de décrire un événement climatique extrême qu'ils ont subi et comment est-ce qu'ils ont mesuré les coûts macroéconomiques, les coûts financiers et est-ce qu'ils peuvent raconter cet événement. Et donc on va faire cette petite collection, une espèce de bibliothèque de cas concrets, chiffrés. Et on va donc faire une synthèse de ça. Et donc ça, c'est un livrable auquel on réfléchit. Et un autre livrable, c'est sur la question de l'assurabilité. Comment on mesure l'inassurabilité? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quelles sont les solutions pour surmonter? Voilà. Donc après, je vais pas m'étendre. On a d'autres priorités. Juste les mentionner. La finance non bancaire, qui est devenue un grand risque pour le système financier international. Les banques, comme vous le savez, ont été re-régulées. Elles sont très bien capitalisées aujourd'hui. Néanmoins, le risque s'est déplacé vers les non-banques, donc toutes sortes de fonds, avec des profils très différents, qui sont moins bien surveillés, moins bien capitalisés, et qui peuvent, dans certains cas, être exposés à de gros risques. Je vous donne un exemple. Un fonds qui investit dans l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est pas liquide par définition. Et
qui est financé par des souscripteurs qui peuvent sortir du fonds comme ils veulent. Eh bien, on a un risque de liquidité, c'est-à-dire qu'en cas de chute des prix de l'immobilier, il y a un risque que les souscripteurs à ces fonds retirent, demandent de remboursement de leur fonds et que le fonds ne soit pas capable de vendre assez vite et à un prix suffisamment élevé les biens immobiliers qu'ils possèdent. Donc, alors, vous m'allez dire, les banques, c'est pareil, sauf que les banques ont accès au prêteur en dernier ressort, qui est la Banque centrale, alors que les non-banques n'y ont pas accès. Donc, elles peuvent être obligées de liquider en catastrophe des quantités d'actifs financiers qui font baisser les cours et qui peuvent entraîner ensuite une crise financière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup regardé. Cette année, la Banque de France a lancé un exercice de test de résistance systémique. Donc, vous savez que les banques, régulièrement, sont soumises à des tests de résistance. On fait un scénario catastrophe, alors le PIB diminue, les taux d'intérêt montent, enfin, il se passe des tas de choses désagréables, et on regarde comment évolue le bilan banque par banque. Et là, ce qu'on fait, c'est un test systémique, c'est-à-dire qu'il y a un scénario catastrophe aussi, mais il y a des banques, il y a des assureurs, et puis il y a des fonds, il y a toutes sortes d'intervenants, et on demande à chacun comment leur bilan évolue, et on regarde les interconnexions, parce qu'ils sont très interconnectés entre eux. Donc, par exemple, la Banque d'Angleterre a fait ça l'année dernière et s'est rendu compte que les hedge funds se financent auprès des banques et prennent beaucoup de risques, bien sûr. Et en fait, ils se sont rendus compte que les hedge funds surestiment leur capacité à obtenir des financements supplémentaires de la part des banques en cas de crise. Et donc, ils se sont rendus compte à l'occasion de cet exercice. Donc, c'est des exercices qui sont très utiles. Et on va donc essayer de regarder, d'établir une sorte de guide de bonne pratique pour ces tests de résistance systémique. On a un paquet cybersécurité. Vous savez que la cybersécurité, c'est un risque croissant, et notamment pour le système financier qui subit à peu près la moitié des attaques. La moitié des attaques cyber dans le monde, c'est pour le secteur financier. Technologie quantique qui aggrave encore le risque cyber. Donc l'ordinateur quantique qui va permettre potentiellement de décrypter les clés habituelles utilisées par les systèmes de sécurité dans les ordinateurs, dans les systèmes d'information des organisations. Et intelligence artificielle. Donc comment est-ce que le système financier utilise l'intelligence artificielle et comment nous comment les superviseurs peuvent aussi l'utiliser pour de superviser de manière plus efficace les banques. Vous savez peut-être aussi qu'avec que l'activité des banques est considérée comme à haut risque et donc est surveillée. Donc les algorithmes que vont utiliser les banques ou les assureurs avec de l'intelligence artificielle vont être supervisés également par le superviseur financier. Donc c'est des choses sur lesquelles on investit beaucoup. Voilà, j'ai à peu près fini de brosser l'ensemble des priorités. Ça peut paraître encore une fois un peu lointain, mais finalement, à un moment donné ou à un autre, ça devient très concret, qu'il s'agisse d'une attaque cyber, d'un rééquilibrage des plaques tectoniques, des grands pôles économiques mondiaux ou qu'il s'agisse du climat, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Agnès pour cette présentation très claire. Je pense que vous avez des questions, bien sûr. Il y en a qui ont bien discuté déjà, donc vous avez peut-être des questions à poser directement à Agnès. Oui. On essaye sans le micro et puis si on vous entend pas, Ah, il faut le micro. Allez. Ah, pour la captation, pardon. Vous avez évoqué la menace des stablecoins tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ? Oui, alors les stablecoins ou encore jetons stables. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part. Il s'agit en fait c'est une sorte de fonds monétaire
Donc, les gens investissent dans ces fonds, mais au lieu, on leur donne un jeton, en fait. Au lieu que ce soit juste inscrit, qu'ils ont un compte quelque part avec de l'argent dessus, on leur donne un jeton, et ce jeton, ils vont pouvoir aller l'utiliser pour faire d'autres achats. En général, c'est des achats dans le monde crypto. Donc, ça va être pour des achats des bitcoins ou des actifs crypto. Ça pourrait, dans un monde futur, acheter des monnaies dans d'autres pays. Alors, donc, les États-Unis voient ça un peu comme une manière d'étendre leur aire d'influence, l'ère d'influence du dollar. Pourquoi? Parce que ça peut être vu comme une sorte de ersatz de dollar. Donc, un émetteur de stablecoin, par exemple Circle, donc va prendre les dollars de vous et moi. Et avec ces dollars de vous et moi, il va donc vous donner des jetons, un pour un. Et puis, il va investir les dollars, il va acheter des bons du Trésor et des actifs liquides aux États-Unis, qui met en garantie. Et c'est censé garantir que le jour où vous voulez récupérer des vrais dollars, vous pouvez venir les chercher. Et il n'y aura qu'à vendre des bons du Trésor et vous rembourser. Donc ça, c'est quelque chose qui peut marcher presque tout le temps, mais presque. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que la parité avec le dollar n'est pas tout à fait 1. C'est 0,9999, 1,00001, enfin ça varie un tout petit peu. Puis boum, 10 mars 2023, 0,88. 88 centimes pour 1 dollar. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le jour de la faillite de SVB, la banque Silicon Valley Bank. Et en fait, il a été révélé ce jour-là que Circle, précisément, avait déposé 3 milliards de dollars dans cette banque. Et donc, les détenteurs de Circle, bien sûr, ont pris peur et sont venus chercher, rembourser leur stablecoin en dollars. Et Circle n'avait pas assez de dollars pour leur donner, et donc la parité n'était plus de 1. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est très important pour une monnaie, c'est l'unicité. Et donc, quand je vous dis le stablecoin, c'est un ersatz de dollars, plus ou moins. Et donc, en fait, c'est pas complètement stable. Mais pour un pays émergent avec beaucoup d'inflation, en fait, c'est une manière pour les gens qui sont dans des pays où il y a des contrôles de capitaux, c'est une manière d'accéder au dollar qui est plus facile que sous forme de stablecoin, c'est plus facile que sous forme de dollars émis par la Réserve fédérale américaine. Et donc là, le gouvernement américain voit l'avantage à ça. Donc parce que si dans des pays en Amérique latine, en Afrique, les gens achètent ces stablecoins en dollars, en fait indirectement ils achètent de la dette américaine. Et donc c'est une manière aussi de financer en fait le déficit américain. Voilà. Alors du point de vue monétaire, ça veut dire aussi une potentielle fragmentation, parce que les États-Unis ont unifié leur monnaie avec la création de la Fed, mais au 19e siècle, il y avait plusieurs dollars qui circulaient aux États-Unis qui n'étaient pas échangeables au taux de 1 pour 1. Donc, il y a une espèce de fragmentation monétaire. Ils ont beaucoup de difficultés à unifier. Et donc là, on voit un risque de fragmentation. On a le Circle, mais on a Tether, on a d'autres stablecoins dont les taux d'échange sont pas forcément de 1 pour 1. Et puis, la liquidité devient fragmentée et il n'y a plus d'unicité. Et aussi, ce qui fait peur aux banques centrales, c'est que ça déplace par exemple les dépôts bancaires vers des stablecoins. Or, les dépôts font les crédits. Et donc, dépecer les banques de leurs dépôts peut potentiellement réduire leur capacité à financer l'économie, réduire la capacité de la Banque centrale à transmettre des impulsions de politique monétaire. Si elle baisse les taux d'intérêt, ça doit encourager le crédit. Ah oui, mais s'il n'y a plus de crédit, quels vont être les canaux de transmission de la politique monétaire, qui est le sujet de la cybercriminalité, des contrôles, de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. On sait très bien que, par exemple, les demandes de rançon sur Internet sont souvent demandées en stablecoin.
Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre conférence. Vous avez évoqué le problème du non-ajustement des taux de change entre le dollar et notamment la monnaie chinoise pour la résorption des déficits. On sait que l'administration américaine n'est pas une grande fan du multilatéralisme aujourd'hui, même si l'histoire monétaire a montré que ce soit en 71 ou 85 que c'était pas totalement nouveau. Pourtant, cette fois-ci, il y a un conseiller du président Trump, Monsieur Miran, de mémoire, qui a vraiment théorisé l'affaiblissement du dollar et la volonté d'imposer aux créanciers des États-Unis des conditions potentiellement particulières avec des transformations en obligations quasi perpétuelles. Si les États-Unis poursuivaient sur une voie extrêmement ferme et non coopérative, quelles seraient les conséquences pour le système monétaire international et quels sont potentiellement les moyens de riposte ou de réaction ou de défense pour les partenaires plus ou moins coopératifs des États-Unis que sont les pays du G7 ou la Chine? Je vous remercie. Alors, en effet, Stéphane Miran, qui a écrit, il a écrit une chose à son contraire, hein, parce qu'il avait écrit avant l'élection, il avait écrit un rapport où il expliquait que, en fait, il n'y avait aucun avantage exorbitant. Au contraire, vraiment, les États-Unis étaient bien gentils d'émettre une monnaie internationale et la mettre à disposition gratuitement du reste du monde, et que le reste du monde devrait les payer pour ça. D'où l'idée de taxer les détentions à l'étranger des bons du Trésor américains. Voilà, donc bon, évidemment, donc et alors récemment, il a dit exactement le contraire. Il a dit exactement le contraire. Il a dit que donc émettre beaucoup de stablecoins et inonder l'ensemble du monde avec les stablecoins, ça va être formidable pour l'économie américaine parce que ça allait faire baisser les taux d'intérêt et donc c'est exactement l'avantage exorbitant. Donc selon les mois, ça se contredit. Ce qui est sûr, c'est que peut-être moins cette tergiversation que en fait le fond du problème qui est la politique budgétaire américaine commence à susciter, disons, des inquiétudes de la part du reste du monde et donc il y a en fait il y a deux théories. Il y a une théorie qui est de dire les États-Unis ont trouvé la manière de maintenir le rôle du dollar incontournable dans le système monétaire international grâce à ces stablecoins. Donc il y avait le dollar, maintenant il y a les stablecoins et donc ils vont rester le pilier et s'appuyer là-dessus évidemment pour leur puissance, les sanctions, etc. Mais il y a une autre histoire qui est de dire mais on a une révolution technologique. Cette révolution technologique va peut-être permettre à des pays tiers de faire des échanges entre eux sans passer par le dollar. C'est ce qui est en train de se passer en Asie, où ils s'arrangent pour pouvoir échanger entre Thaïlande et Singapour, je crois que c'est déjà le cas aujourd'hui, entre Thaïlande et Singapour, sans passer par le dollar. Le dollar cesse d'être une monnaie véhiculaire, alors que dans le passé, si on voulait échanger du dollar singapourien en baht thaïlandais, c'était moins cher de passer par le dollar. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc ça, c'est propice quand même à une diversification du système monétaire international. Et on a un certain nombre de pays émergents qui rêvent de s'émanciper du dollar en réalité. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est quelque chose de très long. Personne n'a intérêt à un effondrement du dollar. Mais on voit déjà dans les réserves des banques centrales un recul du dollar dans la composition des réserves. Alors c'est pas au profit de l'euro, mais c'est au profit d'une diversification et plus de types de monnaie dans les réserves. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Alors on commence à faire des paiements sans passer par le dollar. Ensuite, on se pose la question, pourquoi détenir autant de trésorerie en dollars? Et puis, de proche en proche, on sait qu'aujourd'hui, compte tenu de la baisse des coûts de transaction, un système monétaire international à plusieurs monnaies peuvent se concevoir. Il n'y a pas obligation qu'il y ait une monnaie pivot. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et c'est sûr que une certaine agressivité peut accélérer la chose.
Oui, vous avez expliqué là au début de la présentation que la Russie a donc quitté le G8 pour la question de la Crimée. Il n'est pas question de revenir à un G8 avec la Chine. C'est un problème d'incompatibilité par rapport aux objectifs que vous nous avez expliqués, notamment sur tout ce qui est financier, ou est-ce que c'est la Chine qui veut pas rentrer dans le G8, enfin dans le G7? Alors, il n'a jamais été question que la Chine rentre dans le G7. La Russie a été brièvement membre du G8, donc, est sortie. Franchement, aujourd'hui, en termes de puissance financière internationale, même si la guerre s'arrêtait demain, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de volonté de faire revenir la Russie dans le G7. En tout cas, la confiance a disparu. Et pour ce qui concerne la Chine, en fait, le groupement, c'est le G20. Le G20 a été créé justement parce que le G7 était insuffisant pour discuter des affaires du monde, étant donné la montée en puissance d'un certain nombre de grandes économies émergentes. Pas seulement la Chine, l'Inde également, le Brésil, qui sont des grandes économies. Alors le problème du G20, c'est que du coup il y a un peu trop de pays quand même. C'est assez difficile. Moi qui assiste au G7 et au G20, je vois que c'est quand même plus interactif au G7 qu'au G20, évidemment par construction. Et donc, mais c'est plutôt au G20. Le G20 a très bien marché en 2009, après la crise financière. Le G20 a vraiment relancé la régulation financière internationale. C'est grâce aux impulsions du G20 qu'on a eu donc une coordination sur Bâle III et puis la régulation en cours des non-banques. Donc c'est plutôt le G20 en fait le cadre adapté. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on garde un G7? Et en fait le G7, moi je pense, a été très utile dans les années qui viennent de s'écouler, notamment sur l'Ukraine, le financement, enfin l'aide à l'Ukraine et puis la coordination sur les sanctions. Mais également le G7 est très utile sur des sujets comme par exemple l'intelligence artificielle ou la cybersécurité. On fait par exemple des exercices de cybersécurité. On fait un exercice où il y a une attaque cyber coordonnée entre les 7 pays du G7. Et donc pour voir comment ça se passe, échanger comment ça se transmet d'un pays à l'autre et voir comment on communique ensemble sur un exercice comme ça. Bon, clairement, on peut pas le faire avec la Chine. Enfin, ce genre d'exercice, c'est pas possible avec la Chine. Il faut quand même des pays qui soient un peu sur avec le même logiciel de pensée. Frédéric de Manneville, chef d'entreprise. J'aimerais vous poser une question sur l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes un certain nombre à penser que le caractère insulaire, la faible population et l'autonomie fiscale dont jouit la Nouvelle-Calédonie fait que nous devrions être une terre d'expérimentation d'outils un peu innovants de politique économique. Et j'aimerais avoir votre avis sur 2 outils auxquels nous réfléchissons. Le premier, c'est l'impôt négatif. Est-ce que d'après vous, un outil comme ça permettrait de recréer de la cohésion sociale dans un pays qui en a bien besoin? La deuxième question, c'est les monnaies locales complémentaires. Est-ce que d'après vous, nous avons un besoin crucial d'améliorer l'usage de la production locale et de réduire les importations? Est-ce que la création d'une monnaie locale complémentaire permettrait d'aller dans cette direction? Alors sur le premier sujet, l'impôt négatif, alors bon, je vous donne une réponse un peu générale. Sur l'impôt négatif, en fait, ça consiste en fait à donner un revenu universel et puis à taxer au premier euro avec une taxe flat, constante. Donc les gens qui ont réfléchi à ça, en fait c'est une très belle idée. C'est une très belle idée. Simplement, ça conduit quand même à des taux marginaux d'imposition très élevés. Parce qu'en fait, ça vient en plus de tous les services publics, les investissements qu'il faut déjà payer. Donc, en fait, chacun reçoit, mettons, 500 €. Et puis ensuite, dès qu'il gagne 1 euro, il est taxé sur ce taux supplémentaire. Et la question, c'est de combien?
Et s'il est taxé de 75% sur cet euro supplémentaire, l'incitation à travailler est relativement limitée. Donc il faudrait rester sur des taux marginaux relativement faibles et c'est difficile compte tenu de la masse des dépenses publiques à financer en plus de revenu universel qui est une charge supplémentaire. Donc je crois que c'est pour ça que ça n'a jamais vraiment été implémenté parce qu'on est un peu bloqué par ça. Sur le deuxième sujet, alors moi je suis pas du tout spécialiste des monnaies locales. Je sais qu'il y en a un peu partout dans le monde et ça fonctionne, mais une des raisons pour lesquelles ça fonctionne, c'est que ce sont des monnaies fondantes. Donc leur valeur diminue au cours du temps et donc il faut vous dépêcher de l'utiliser, sinon ça ne vaudra plus rien. Donc il faut surtout pas le laisser dormir dans les tiroirs et donc ça stimule en effet l'économie locale parce que les gens ont absolument envie d'utiliser cet argent. Donc c'est quelque chose qui n'a de valeur qu'à niveau très local. On peut pas imaginer même à l'échelle de toute la Nouvelle-Calédonie. C'est parce que ça suppose aussi une confiance que seule une banque centrale peut avoir, ou alors une communauté, mais très locale. Donc je ne suis pas sûre que ça puisse fonctionner à l'échelle de toute la Nouvelle-Calédonie. Ce serait ma réaction spontanée, mais vraiment, je regarde plus attentivement. Oui, vous nous avez présenté l'impact du changement climatique avec des mesures séparées. Est-ce que aujourd'hui, dans les travaux que vous avez menés, vous avez eu une approche plus systémique? Je prends un exemple d'un de nos voisins, l'Australie, qui a connu une grande sécheresse, puis après des feux importants. Et donc effectivement, aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'impact systémique de ce changement climatique? Et si on allait au-delà, quel est l'impact prospectif? Évidemment, quand est-ce qu'on va rentrer dans le mur si on n'est pas déjà dans le mur en matière financière? Alors la réponse est oui. Le NGFS dont j'ai parlé publie des scénarios de long terme, des scénarios de court terme. Donc, scénario de court terme, par exemple, on prend une région donnée et donc par exemple, alors c'est au niveau d'une grande région, hein, ça va être l'Asie ou l'Afrique ou alors, je pense que ça doit être océanique. Je ne sais plus très bien quelle région ils ont prise. Et on suppose 2 années de suite des catastrophes naturelles. Donc 2026, je crois, ils ont fait. 2026, des événements dits secs. Donc sécheresse, vagues de chaleur, feux de forêt. Et puis l'année qui suit, des événements dits humides. Donc des tornades, des inondations. Et donc, ils ont simulé l'impact macroéconomique et l'impact financier de ça. Et donc, on a des impacts très importants. Donc, voilà, ça répond un peu à la question, puisqu'on a plusieurs choses en même temps. En fait, c'est surtout les événements secs, bizarrement, qui ont plus d'impact. Après, il y a aussi, alors il y a beaucoup de débats entre scientifiques, savoir si des événements extrêmes ont un impact durable sur l'activité. Et donc, il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais de plus en plus de scientifiques pensent que oui. La réponse est oui. Une manière de le comprendre, c'est de se dire, bon, ben voilà, on a une vague de chaleur, les enfants ne peuvent pas aller à l'école pendant 3 semaines. Eh bien, ces heures perdues, en fait, ça va les suivre toute leur vie. Toute leur vie, ils vont avoir moins de productivité. Et donc, voilà, on a un impact durable comme ça. Mais bon, on peut pas raisonner toujours comme ça, mais en fait, on commence à penser que il peut y avoir un impact durable. Maintenant, on n'est pas non plus sur... on n'est pas non plus sur un effondrement de l'économie. On voit que le réchauffement climatique fait baisser le PIB à l'horizon 2050 de l'ordre de moins 10%, mais par rapport à un scénario théorique sans réchauffement, ça paraît beaucoup, mais c'est à l'horizon 2050 et ça ne crée pas de décroissance, par exemple. L'économie mondiale continue à croître. Donc c'est pas un effondrement non plus de l'économie mondiale. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors après, il y a les scientifiques aussi discutent de ce qu'ils appellent les points de retournement, qui sont alors là des points catastrophiques.
on a aussi des scénarios où, de toute façon, l'économie va très très mal, mais nous aussi, on a disparu. Donc, Bonsoir. Merci pour cette très belle conférence. J'ai la main levée, comme ça vous me voyez. Merci aussi pour cette note que vous aviez faite sur l'économie de la Calédonie il y a quelques années. On a deux écoles ici qui parlent de la dette. Ceux qui disent qu'on est seulement à 17% de taux d'endettement par rapport au PIB et que notre dette ne peut pas être victime des marchés financiers, que la situation n'est pas du tout catastrophique. Et il y a ceux qui, au contraire, lèvent sans arrêt l'épouvantail de la dette en disant tantôt qu'elle est à 300, 400, 500%, on entend aujourd'hui, quand on la compare aux recettes de fonctionnement, et qui font peur à tous les investisseurs. Quel est votre sentiment, vous, sur notre dette ? Alors, j'ai pas d'avis spécial sur la dette, par contre, la situation économique est quand même, précaire, c'est un petit mot, et la situation surtout budgétaire. Si les finances publiques ne peuvent pas, il y a un moment donné, les finances publiques devaient devenir autonomes, assises sur des impôts et taxes qui sont suffisamment dynamiques pour se mettre en face des dépenses. Donc, je ne sais pas si le niveau de la dette n'est pas un peu théorique, compte tenu des transferts importants. C'est comme les collectivités territoriales en France disent, nous, on est à l'équilibre, il n'y a pas de problème. Mais en fait, elles sont à l'équilibre parce qu'il y a des transferts massifs de l'État central vers les collectivités territoriales. Sinon, elles seraient en dérive. Donc, je pense que les finances publiques, ça se regarde dans un ensemble. Et ce qui peut faire peur aux investisseurs, en effet, c'est le risque de hausse de taux d'imposition très important dans des endroits où l'équilibre soit n'est pas respecté, soit il est un peu, il est nominal, mais c'est pas un vrai équilibre. Ce que je peux dire, mais je me garderais bien ça fait 10 ans qu'on avait fait cette note sur la Nouvelle-Calédonie, c'est pas centré sur les finances publiques, donc je me garderais bien de donner des conseils. Bonsoir, je suis là. Je vous remercie pour cette conférence. Je suis enseignant en classe préparatoire, je suis entouré de mes étudiants qui auront certainement appris beaucoup de choses en vous écoutant. J'avais deux questions, je ne sais pas choisir, donc vous pouvez, si vous voulez, n'en traiter qu'une. La première, c'est sur les déséquilibres. La France, donc manifestement, souhaite résorber ces déséquilibres internationaux, mais est-ce que les pays bénéficiaires ou excédentaires ont vraiment une volonté de s'attaquer à ces déséquilibres? Par exemple, les États-Unis ont l'air de se satisfaire de leur déficit commercial. L'Allemagne ou la Chine recherchent manifestement plutôt un excédent. Donc, est-ce qu'il y a un espoir d'aller vers une vraie coordination, peut-être pas une nouvelle charte de la Havane, mais en tout cas un espèce de progrès là-dessus? Et l'autre question, c'est qu'on parle beaucoup sur le climat des politiques monétaires et de comment la monnaie pourrait rentrer dans le cadre de politiques climatiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est débattu au sein du G7 ou du NGFS, l'utilisation de la monnaie pour l'environnement? Merci. Alors, c'est deux très bonnes questions. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps de répondre aux deux ou si je frustrerai quelqu'un d'autre. Sur la première, c'est vraiment une très bonne question parce que, en fait, la Chine se satisfait très bien de la situation, écoule ses excédents aux États-Unis, soit directement, soit maintenant indirectement. Et finalement est assez contente que les États-Unis continuent à faire de la dépense publique parce que ça fait des exportations pour la Chine, en fait. C'est aussi simple que ça. Et les États-Unis sont dans des situations politiques que vous connaissez, et donc pas vraiment prêts à faire des ajustements budgétaires courageux, disons. Et donc mais en même temps, c'est une situation précaire parce que la Chine est peut-être arrivée un peu au bout de cette logique. On voit que les entreprises chinoises ont une rentabilité extrêmement basse, même souvent négative. Ils sont obligés de faire un énorme volume pour pour couvrir leurs coûts. Et donc, les biens sont quasiment gratuits maintenant.
Et on voit bien que cette logique, en fait, ce qui s'est passé en Chine, c'est qu'il y a eu le boom de l'immobilier. L'immobilier s'est effondré. Ils ont cherché un relais de croissance, ça a été l'industrie, les véhicules électriques, ils sont très bien réussis. Ils inondent le monde avec ça, à des prix de plus en plus bas. Les prix des exportations chinoises en renminbi baissent d'année en année. Et avec des entreprises qui ne font plus de rentabilité. D'ailleurs, il n'y a plus d'investissement direct étranger en Chine. C'est quand même la preuve que les étrangers ne voient pas d'intérêt à investir en Chine. Et donc, il faut un relais de croissance. Et si les Européens commencent à se protéger, ce qui risque d'arriver si ça continue comme ça, voilà, la Chine est un peu dans une impasse. Et certains en Chine commencent à voir qu'il faut un relais de croissance, peut-être du côté des services, en développement une économie de services en Chine. Donc, il se peut que... mais je vous avoue que ça n'est pas encore gagné. Ça n'est pas gagné, ni du côté chinois, ni du côté américain. Finalement, c'est les Européens qui sont les plus déterminés dans cette affaire, même si entre la volonté et la réalisation, il peut y avoir un écart. Mais avec l'agenda Draghi, la volonté de faire plus d'investissements, et donc de profiter du fait qu'il y a beaucoup d'épargne en Europe pour utiliser cette épargne et investir davantage. Ça, je crois que c'est vraiment, il y a une volonté, en tout cas, pour le faire. Et sur la deuxième question, c'est la politique monétaire verte, donc le verdissement de la politique monétaire. Alors, c'est quelque chose qui est en effet débattu au sein du NGFS. Il y a des choses qui ont été faites, notamment quand il y a eu les programmes d'achat de la BCE. Il y a eu une volonté de surpondérer les actifs considérés comme verts. Également, la BCE a annoncé que à partir de l'année prochaine, elle allait prendre en compte l'empreinte carbone des actifs, enfin pas exactement l'empreinte carbone, mais disons un facteur climat pour le collatéral, la prise. Donc vous savez quand les banques centrales refinancent les banques commerciales, donc elles font des prêts aux banques commerciales. Ces prêts sont gagés sur un collatéral, et ce collatéral, eh bien, il est pris à une certaine valeur, et cette valeur va être modulée en fonction d'un facteur climat. Donc ça, c'est une autre chose. Nous, ce qu'on pense, c'est que ce qu'il faut surtout développer, c'est un système d'information crédible pour que les banques, qui elles-mêmes sont surveillées, leur portefeuille, comme je l'ai dit, est surveillé pour son empreinte climatique, donc pour que les banques soient sélectives et vraiment envie de prêter à des entreprises qui s'engagent dans la transition. Et ça, c'est grâce à des évaluations indépendantes de la trajectoire carbone des entreprises et des choses comme ça. Donc, c'est des programmes que développe notamment la Banque de France avec l'indicateur climat pour que ce soit les banques qui fassent une discrimination en fonction des emprunteurs et non pas la Banque centrale dont c'est pas le métier. La Banque centrale, elle ne saurait pas faire ça. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on voit le sujet. Je vous propose qu'on conclue là ces échanges. Un grand merci encore à Agnès Benassi-Kéré pour la qualité de sa conférence et un grand merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous pour une autre conférence sur une autre thématique qui est celle de la justice transitionnelle. Mercredi je crois que c'est 17h, si je dis pas de bêtises, ce sera en amphi 400. Et ensuite, un spectacle avec une pièce de théâtre réconciliée. D'ici mercredi, passez une bonne soirée, une bonne journée. À très bientôt.